Et je vous demande maintenant d'accueillir M. Thibou Camara, ministre d'État, conseiller du président de la République de Guinée, Monsieur le ministre Taleb Sid Ahmed, ministre de l'Emploi et de la Jeunesse de Mauritanie. Il est arrivé hier soir. Monsieur Eric Hershman, le fondateur de BRIC et du iHub. Come on, Eric, qui vient du Kenya, de Nairobi. Monsieur Clément, j'ai bien prononcé, Ouwa Geneza, pour la première fois, qui vient du Rwanda, qui est le patron de Andela, qui vient de Kigali. Et je vais enfin vous demander d'accueillir sous vos applaudissements, Monsieur le ministre, comment allez-vous, d'accueillir sous vos applaudissements Madame Sarah Toumi, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique d'Emmanuel Macron. Et je vais avoir le plaisir et l'honneur de modérer cette table ronde. Je vous demande de prendre place. Table ronde sur aujourd'hui comment est-ce que l'innovation technologique, comment est-ce que la tech africaine transforme le continent. Et ce qu'on a vu, et vous savez, j'ai eu la grande chance d'avoir parcouru le continent africain pendant 3 ans, d'en avoir fait un livre, Startup Alliance. Et quand je suis revenu sur le territoire, j'avais 2 projets, écrire ce bouquin et créer Emerging Valley. Et ce que l'on voit maintenant depuis 3 ans, quand on regarde sur le temps long, c'est l'explosion des écosystèmes africains et l'impact que le numérique a sur les populations, notamment les populations les plus fragiles, sur la santé, sur l'éducation, sur l'énergie. Et comment aujourd'hui les écosystèmes se démultiplient. Comment est-ce que le nombre d'incubateurs est passé de quelques dizaines il y a 10 ans à plusieurs centaines, plus de 600 aujourd'hui. Comment est-ce que les fonds d'investissement se sont démultipliés. On levait à peine 20 millions d'euros pour les startups africaines il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment, et c'est le débat que nous allons avoir avec nos panélistes, c'est comment aujourd'hui l'innovation technologique peut être mise au service des populations les plus fragiles, au service de l'humain, au service du développement humain en Méditerranée et en Afrique. Et j'aimerais commencer par vous, Monsieur le ministre d'État. Quand on regarde aujourd'hui le rôle du numérique et que le pouvoir de la technologie et des startups sur le quotidien des populations, comment est-ce que la puissance publique, comment est-ce que l'État peut accompagner aujourd'hui les startups africaines? Comment est-ce que l'État, peut-être la Guinée organise l'année prochaine le grand forum Smart Africa, le grand forum du numérique. Comment est-ce qu'aujourd'hui la Guinée et les États africains peuvent aider les entrepreneurs à aller plus loin dans leur mission? Bonjour à tous et merci encore de nous avoir invités à cette importante rencontre qui aborde un sujet qui est à la fois un défi pour tous nos États, comme vous venez de le dire, et également une espérance pour tous les peuples du monde. C'est vrai que le chef de l'État chez nous a appréhendé les enjeux et les implications de la révolution, 4e révolution, qui est d'entrée de plein pied dans le numérique. Et d'ailleurs, il estime que cette 4e révolution est une formidable opportunité pour les pays africains, en particulier pour la Guinée, parce que c'est l'occasion de rattraper le retard que nous accusons dans de nombreux domaines. Il est évident donc que la volonté politique et l'engagement de l'État à faire en sorte que le numérique soit au cœur de la gouvernance et puisse être un facteur d'accélération du développement économique et social est à la fois une préoccupation de l'État et une demande sociale, ainsi d'ailleurs qu'un enjeu économique essentiel pour notre pays. Donc nous avons procédé à un certain nombre d'initiatives et d'engagements pour aider à cette accélération de la révolution que nous souhaitons réussir dans notre pays comme opportunité pour l'entrepreneuriat, notamment au niveau des jeunes et des femmes. Cela commence d'abord, bien sûr, par des investissements importants dans le domaine des infrastructures des télécommunications pour améliorer la connectivité et aussi pour favoriser l'émergence de services nouveaux, notamment dans le domaine financier. Et d'ailleurs, nous avons organisé récemment une semaine du numérique
pour essayer de transporter un peu cette innovation au niveau des écoles, au niveau des établissements. Également, l'autopromotion des femmes est un facteur essentiel et la plupart des centres d'autopromotion ont été transformés en centres informatiques ouverts et aussi au niveau du secteur agricole, il y a eu des initiatives pour permettre par le service informatique que la commande se fasse plus facilement pour que la disponibilité des intrants soit assurée au niveau de l'État, ce qui permet de supprimer les intermédiaires, de maîtriser les coûts et aussi de disposer de données statistiques fiables. Donc il y a un certain nombre d'initiatives et de programmes sur lesquels j'aurai certainement l'occasion de revenir, mais en tout cas, nous avons pris le pli et comme le chef d'État chez nous a dit, nous avons l'intention d'être au rendez-vous, la 4e révolution, pour rattraper le retard que nos pays accusent dans beaucoup de domaines. Donc c'est une opportunité formidable pour notre siècle et pour notre pays. Merci beaucoup. On peut applaudir le ministre d'État. Merci beaucoup. Sarah Toumi, aujourd'hui, comment préparer les générations futures à transformer l'Afrique de demain? Bon, déjà, on ne peut pas parler de préparation sans parler d'éducation. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'innovation sans parler d'éducation. Quand on a une population jeune, une population méditerranéenne, africaine, extrêmement jeune, qui n'a pas accès à une éducation de qualité, on ne peut pas parler d'innovation, on ne peut pas parler de numérique, on ne peut pas parler de digital. Et du coup, c'est des enjeux qu'il faut vraiment placer au cœur, je pense, de ces 2 journées et demie de travail. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est une élite privilégiée qui a accès à toutes ces technologies, à ce savoir, à ces écosystèmes. Mais une grande partie de la population africaine est une population rurale qui n'a pas forcément accès même à Internet. Donc, cela étant dit, moi je suis la marraine cette année, j'ai l'honneur d'être la marraine du Social Inclusive Business Camp, donc des 60 entrepreneurs qui ont été invités par l'AFD cette année, et qui donc tous essayent de résoudre des problématiques sociales. Et je vais prendre leur exemple pour parler des générations qui prennent en main leur destin. La plupart sont très jeunes, enfin, la majorité, ils ont moins de 30 ans. Et tous ont des idées extraordinaires et tous ont déjà été repérés dans les circuits. Ce n'est pas des jeunes premiers. Je les vois, je les observe sur les réseaux sociaux depuis des années et des années. Mais la problématique qu'on rencontre, c'est que ces jeunes qui ont des idées extraordinaires, ils ne trouvent pas des écosystèmes favorables pour les porter. Et aujourd'hui, les écosystèmes font plus du saupoudrage qu'autre chose. Et il va falloir arrêter le saupoudrage. Maintenant, il va falloir passer de l'incubation à l'accélération. Ces jeunes aujourd'hui, les jeunes talents africains, ils sont là, ils ont des idées, ils sont structurés, ils ont des business plans. Mais ce qui leur manque, c'est des écosystèmes qui vraiment vont les porter. Et je pense que ça, c'est le message que j'ai aujourd'hui au nom de tous ces jeunes que je marraine dans le cadre du SIBC. Pendant les 2 jours et demi, il va falloir réfléchir à comment aujourd'hui on passe au concret. Aujourd'hui, on on arrête de parler, on ferait vraiment des choses parce qu'on arrive en 2020, le mois prochain, et on ne peut plus se permettre de continuer à parler. Les réalités, les défis sont trop importants, climatiques, migratoires, générationnels, tout ce que vous voulez. Et le digital offre une réponse extraordinaire à tous ces défis. Mais il va falloir se mettre à réfléchir parce que le digital n'est qu'un outil et c'est nos cerveaux qui vont trouver les solutions. Le digital, c'est juste un outil qu'on va utiliser pour changer le monde pour de vrai. Merci beaucoup. On applaudit Sarah. Clément, c'est un ami qui a beaucoup œuvré pour le Rwanda, qui a créé le premier portail digital qui a éradiqué les tracasseries administratives, la corruption avec Irambo. Et aujourd'hui, c'est le CEO de Andela. Andela, c'est une fabrique de leaders technologiques africains. Et aujourd'hui, quand on voit ces écosystèmes, ce que dit Sarah, quand on voit aujourd'hui ce bouillonnement de talents, mais qui n'est pas suffisamment accompagné, quelles sont aujourd'hui les principales barrières au développement de l'écosystème? Où est-ce qu'il faut agir? Bon, tout d'abord, je dirais que
il y a beaucoup d'initiatives et ces initiatives s'accélèrent pour justement créer un endroit conducive pour le développement de l'écosystème digital. Cela dit, et Sarah a touché dessus, c'est que la plupart des initiatives sont du saupoudrage et ne créent pas vraiment ce genre de croissance accélérée que nous voulons voir pour atteindre un certain impact très très rapidement. Et je pense que les barrières qui mènent à ça sont d'abord, je dirais, la confiance ou atteindre ce niveau de croire au fait qu'on va développer des grandes sociétés technologiques qui croissent très très rapidement. Et du coup, quand il y a cette confiance, les flots d'investissement sont plus là. Mais pas seulement les flots d'investissement, mais aussi les idées, les compétences se rencontrent dans nos écosystèmes pour justement contribuer à accélérer. Mais c'est la confiance. Des fois, quand tu discutes avec des personnes qui pourraient investir dans des écosystèmes et qui comprennent bien les technologies de l'information, le digital, et tu leur demandes mais pourquoi vous ne venez pas investir? Ils disent oui, mais on n'est pas sûr que le marché va suivre. Oui, mais on n'est pas sûr que les sociétés sont matures encore pour pouvoir absorber nos investissements. Il n'y a pas assez de compétences. Et si on demande mais pourquoi vous ne venez pas avec l'investissement et les compétences, c'est en général les mêmes questions de confiance. Ça tourne toujours autour de la confiance. Et je pense que pour justement pouvoir faire cela et montrer que on peut faire des choses qui réussissent. Un bon exemple sont comme l'initiative d'Irembo dont tu as parlé, que j'ai lancée et dirigée de 2014 à 2018, où le gouvernement rwandais a fait un partenariat public-privé et a eu confiance aux entrepreneurs locaux pour implémenter ça. Et du coup, on a créé une société qui non seulement est très rentable, mais en même temps a eu un impact majeur. Et je pense que ce genre d'aventure ou de partenariat où les gouvernements sont très innovants dans la manière dont ils travaillent avec l'écosystème pour créer des success stories, des histoires de succès, va contribuer à justement permettre une plus grande confiance aux écosystèmes en Afrique. Merci Clément, on peut l'applaudir. Merci pour ce témoignage. Une autre success story et un autre témoignage du terrain, c'est Eric Hershman. Eric Hershman, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est un peu un des piliers, un des godfathers de l'écosystème tech au Kenya. C'est Eric qui est à l'origine de la première application mobile africaine qui a eu un impact sur les populations avec Ushahidi, qui a permis de sauver des centaines de vies lorsqu'il y a eu une guerre civile au Kenya en 2007-2008. C'est Eric qui a co-créé l'un des premiers tech hubs avec le iHub qui est aujourd'hui connu partout en Afrique, qui est une référence. Et aujourd'hui, Eric est à la tête de Brick. Brick, c'est une start-up qui permet d'apporter, et j'ai fait une visite terrain avec des équipes à Nairobi, on a passé une journée ensemble, et d'ailleurs, c'était vraiment sur le terrain, et Brick permet d'apporter l'Internet aux populations qui ne sont pas connectées à l'Internet, notamment les populations les plus pauvres et dans les zones rurales et reculées. Et aujourd'hui, pour toi, Eric, est-ce que c'est ça véritablement le sens profond de l'innovation organique, de l'innovation africaine? C'est une innovation non pas frivole, mais une innovation au service de l'humain et qui doit changer la vie des populations. Et comment est-ce que toi, tu le vis au quotidien sur le terrain? Yeah, so sorry, I have to be the first one to not speak in French. I've been trying to follow everything, and it's been great to be here. Samir, thank you for the invitation. Yeah, so I think I don't think I'm overstating it by saying that we're seeing the biggest sea change happen across Africa since independence, and it's being driven by tech. Digital is actually changing the way that countries work. It's changing the way businesses operate. It's providing opportunities to new entrants into the market that didn't exist before. It's changing things socially. It's just everything is changing. It's a sea change. I happen to be fortunate enough to be
involved in the technology space in that first wave, when the undersea cables were coming into the continent, when the first tech hubs were being set up across the continent as well. And the first real generation of people who'd grown up being software engineers, hardware engineers, were starting to get into building their own companies and doing their own things. So the first startups really started to rise up in tech back in those early 2008, 2010 time span. But what's interesting about a sea change is one wave doesn't make the change. You need many waves. And I think what's happening now is that we're seeing the next wave come along, which is companies like Andela that are growing and becoming bigger and going across multiple countries. We're seeing the spread of companies from one country to multiple. And that's important because that means scale. But maybe the biggest wave is still coming. And I think that's as we get more people onto smartphones and connected to the internet across the continent. And I think that is where things become really interesting, because now we actually do have critical mass in digital, but what happens when you have mass, which means everyone? And I think that's what I'm focusing on now, is saying, okay, we've started, this whole process where the products and services from Africa are being built by Africans. That's a good thing. We're starting there. But now we need to make sure that everybody can access them, whether there's somebody living in the rural parts of Rwanda or they're in the urban centers of Lagos or Nairobi. And how do you get that to them if their wallet's rigid? So we think a lot about that at BRIC, where we think about how do you get connectivity out there where you have a signal, but you also make it affordable so people can actually get online and do things. And I think as that next wave of individuals, of normal people come onto the internet, and can afford these very inexpensive smartphones, that what you see happening today is going to feel like a very small thing compared to what will happen tomorrow. Merci beaucoup. Thank you. Merci Eric. Monsieur le ministre, on a quelques minutes encore, mais c'était important. Je voulais que vous concluiez, vous, puis Monsieur Christophe Itier, mais vous êtes ministre de la Jeunesse. Aujourd'hui, comment on peut donner espoir à cette jeunesse africaine? Comment est-ce qu'on peut, on a parlé en anglais, donc j'ai utilisé ce terme en anglicisme, faire de l'empowerment? Comment est-ce qu'on peut redonner confiance à la jeunesse? Vous le faites en Mauritanie, la jeunesse africaine. Comment est-ce qu'elle peut redevenir acteur de son destin grâce à l'entrepreneuriat, grâce au numérique? Quelle est votre vision à ce niveau? Merci beaucoup. Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui vient du monde du développement, moi j'ai passé plus de 10 ans dans le développement. J'ai sillonné beaucoup de villages africains et je vois là, en fait, il y a un disconnect en réalité entre les grands discours que nous faisons sur l'innovation technologique. Je rappelle que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 70, à chaque décennie, on a eu la décennie de l'informatique dans les années 70. Ensuite, on a eu la décennie, on a eu la société de l'information avec tous les discours qui l'a accompagné. Ensuite, avec l'émergence d'Internet. Donc, à chaque étape de notre histoire en Afrique, il y a eu une révolution technologique qui a été accompagnée par beaucoup de discours. Et au finish, l'impact réel, comme le disait donc l'une des intervenantes, sur le plan sociétal et sur le plan économique, ne s'est pas fait ressentir vraiment de la façon qu'on attendait. Parce que, simplement, on a oublié que les défis réels de l'Afrique, c'est au niveau de l'éducation. Nous avons des systèmes éducatifs qui sont extrêmement défaillants. Nous avons donc aussi des poches de pauvreté qui sont largement répandues dans la plupart de nos pays. Et nous avons également une déconnexion entre donc, les politiques publiques et donc, qui n'ont pas su accompagner les défis de leur pays. Donc, du coup, l'innovation technologique qui était censée produire des transformations profondes dans la société, dans la communication et l'économie, malheureusement, n'a pas véritablement atteint le niveau qu'on attendait. Donc, moi, le cas de la Mauritanie, la jeunesse mauritanienne comme la jeunesse africaine de façon globale, elle fait aujourd'hui des défis, face à des défis qui sont extrêmement importants, et parmi ces défis, c'est le chômage. Moi, j'ai pris au ministère depuis 4 mois, ça fait pas longtemps que je suis là, dans le cadre d'un nouveau gouvernement. Le ministère, c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais pendant la campagne électorale, la principale doléance des jeunes, c'était qu'il y a le chômage et ils avaient besoin de travailler. Et c'est pour cela qu'on a pris l'emploi, qu'on l'a rajouté à notre ministère. Et la première chose
que nous avons faite depuis 4 mois, c'est que nous avons fait un diagnostic et le constat il est frappant, c'est qu'on a un véritable déficit de compétences, ce qui fait que même si il y a l'innovation, le numérique qui est là, on en parle, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à tirer profit de ces innovations, de ce numérique, de cette économie digitale, on n'arrive pas à tirer profit parce que simplement nous avons un gros déficit en matière de compétences, nous sommes en train de travailler là-dessus. Je pense que c'est une particularité dans les pays, en Afrique francophone. Nos systèmes éducatifs n'ont pas su s'adapter aux mutations technologiques. Nous avons une bonne partie donc, des diplômes, des curricula que nous avons sont quasiment donc, des matières des littéraires. Donc on a beaucoup omis les sciences, tout ce qu'on appelle les STEM, donc les sciences, les mathématiques. Et du coup, nous accusons aujourd'hui un retard. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous prenons compte que la croissance que nous avons, pas uniquement en Mauritanie, mais une bonne partie du continent, sur les 10 années passées, il y a certes une bonne croissance économique. Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas traduite en matière donc, de création d'emplois. Et donc, le problème majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que nous souhaitons orienter les investissements beaucoup plus sur donc, la redistribution équitable de la richesse, mais également sur la mise à niveau donc, des curricula, sur la mise à niveau donc, du secteur éducatif pour que ces jeunes puissent pleinement profiter des mutations technologiques et surtout donc, dans le digital. Donc, en matière d'entrepreneuriat, je pense que c'est extrêmement important pour nous parce que notre économie ne permet pas de créer beaucoup d'emplois. Et donc, l'entrepreneuriat pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important qui va permettre aux jeunes de faire de l'auto-emploi. Nous sommes en train donc, de travailler. Je profite de l'occasion pour dire que dans la salle, il y a beaucoup donc, de start-up mauritaniennes qui sont là. Donc, cet après-midi à 17h, je crois qu'elles vont revenir là-dessus. Elles sont en train de faire un excellent travail. Mais le problème qui se pose, c'est que en Mauritanie, comme dans la plupart des pays africains, les politiques n'ont pas su soutenir ces startups. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de corriger. Nous sommes en discussion avec des partenaires, que ce soit donc, des partenaires au développement. Le gouvernement est en train de mettre en place un dispositif pour essayer de mettre en place des instruments incitatifs pour permettre aux jeunes aujourd'hui de monter leurs propres entreprises. Nous sommes en train de mettre en place donc, un incubateur. Nous allons travailler certainement même, pourquoi pas, donc, dans le cadre de cette visite, je vais essayer de profiter du maximum possible pour rencontrer tout l'écosystème, pour voir dans quelles conditions. En fait, pour résumer, pour ne pas être long, oui, les transformations technologiques sont importantes, mais il y a un prérequis, c'est qu'il faut mettre l'accent également sur le développement des compétences, surtout dans la partie francophone. Voilà donc en 2 mots ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. On peut applaudir Monsieur le Ministre. Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur Christophe... Oui, c'est à vous, Monsieur Christophe Itier. Est-ce que le développement de l'entrepreneuriat social en France passe aussi par l'Afrique, passe aussi par la Méditerranée? Et si oui, pourquoi? Tout ça en une demi-heure, encore une fois, je pense. Il y a un 0 en trop. C'est ça. Évidemment, oui. D'abord parce que ce que évoquaient les ministres précédemment, ce que tu évoquais, Sarah, ce que nous évoquons depuis ce matin, on voit bien que nous sommes sur des défis qui nous sont communs. Évidemment, ils s'expriment de manière différente selon nos pays, mais nos défis de la jeunesse, de la formation, on se rend compte qu'il ne suffit pas de créer des emplois, il faut aussi accompagner, former, créer la compétence. Et qu'on peut avoir des gisements d'emplois qui ne sont pas aujourd'hui pourvus à défaut de compétences. L'économie est en train de muter, elle ne détruit pas uniquement l'emploi, elle détruit des métiers. Et il faut inventer de nouveaux métiers. Et donc c'est tout l'appareil de formation qu'il faut revoir pour permettre aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et j'étais encore une fois en Afrique, j'étais au Kenya, 1 million de jeunes arrivent sur le marché du travail tous les ans. Dans un pays qui connaît une croissance économique, mais qui recrute de la main-d'œuvre étrangère pour soutenir sa croissance économique. Donc on voit bien que le système dans lequel on a construit nos économies produit des inégalités, détruit un certain nombre d'éléments fondamentaux de cette planète, et que le système, encore une fois, le modèle sur lequel on est construit, qui consiste à développer l'économie et à réguler ou compenser ces effets négatifs sur le plan social ou sur le plan écologique, est derrière nous. En tout cas, on peut continuer à le faire, sauf qu'on ne sera pas à la hauteur des défis qui sont les nôtres, et que derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas uniquement ne pas répondre aux besoins des populations, ne pas uniquement continuer à détruire la planète, ça veut dire aussi mettre à mal nos démocraties, nos
notre façon de vivre ensemble. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Au niveau national, au niveau européen, au niveau international, sur tous les continents, et en ce moment je fais pas mal le tour avec une empreinte carbone tout à fait déplorable, le tour d'un certain nombre d'États qui nous disent rien d'autre. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, on a posé un diagnostic. Maintenant, comment on révolutionne, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, y compris nos politiques publiques, qui réfléchissent en silo. On a une politique pour le développement numérique ou le développement économique sans tenir compte de l'impact social, l'impact environnemental. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en coalition. Et c'est le maître mot. Le siècle dernier était celui de la compétition, celui qui s'ouvre, et celui de la coopération et de la coalition. Et cette coalition, elle se fait au niveau national, entre les acteurs, les parties prenantes, l'État, les entreprises, les associations, les entrepreneurs sociaux, les collectivités, mais aussi au niveau international. Nous n'arriverons à nous hisser à la hauteur de ces défis que si nous sommes dans cet esprit de coalition. Puis, il nous faut aussi revoir l'écosystème d'accompagnement de ces entreprises, de nos entreprises. D'abord, le financement. On voit qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué de lever des fonds, notamment dans les phases d'émergence. Créer des incubateurs, c'est très bien parce que c'est des zones protégées pour faire émerger des projets. S'ouvre à la sortie de l'incubateur la vallée de la mort. C'est-à-dire que comment ces entreprises sortent de l'incubation et trouvent des soutiens financiers, des investisseurs qui comprennent leur modèle et qui les portent à l'accélération. C'est ce que nous avons fait en France au travers de French Impact, donc cette bannière de l'innovation sociale et environnementale, où nous avons levé 400 millions d'euros de fonds privés pour financer, ces 15 fonds, pour financer l'accélération, l'amorçage et l'accélération des entreprises à impact. Et à impact, pour la plupart, porte un projet qui est aussi numérique. Parce qu'évidemment, la technologie permet d'adresser un certain nombre de défis. On parlait de l'emploi, de la formation, colossaux par rapport aux méthodes traditionnelles. Donc le numérique, l'innovation technologique, l'innovation sociale, l'innovation écologique vont de pair et elles doivent aller de pair. Et deuxième sujet, donc c'est le financement qui est absolument essentiel. Les pouvoirs publics doivent prendre leur place au niveau international comme au niveau national pour sécuriser les investisseurs privés qui font le pari de cette économie à impact. Et puis par ailleurs, il y a un sujet qui est aussi un sujet de réglementation, de loi, de cadre, parce que bien souvent, quand on interroge, et il suffirait de faire le tour de cette salle, des entrepreneurs, ils nous disent, voilà, moi je suis bloqué dans le développement de mon projet parce que la loi, la règle n'est pas adaptée au développement de mon innovation, parce que le principe même d'une innovation, c'est de créer, de sortir des cases qui ont été préétablies. Et donc nous avons mis en place un réseau de hackers publics, donc ce sont des agents, des fonctionnaires au plus haut niveau de l'État, pour faire en sorte de lever, de déverrouiller les freins réglementaires, normatifs, qui freinent bien souvent le développement des projets. Donc il faut à la fois porter le fer sur les financements, faire en sorte que ça soit beaucoup plus aisé de trouver des financements et que nous ayons des outils adaptés à des entreprises qui marient justement l'impact technologique, économique, écologique et social. Et puis en même temps aussi, cette innovation, elle est aussi synonyme d'innovation publique. À nous, décideurs publics, de réinventer l'action publique, de se dire qu'on ne peut pas tout, qu'on doit intégrer le risque dans nos politiques publiques, desserrer les normes pour que les entrepreneurs qui portent ces projets à la fois économiques, sociaux et écologiques puissent révéler leur plein potentiel. Donc c'est une révolution culturelle. Il nous faut sortir de nos héritages, il nous faut sortir de nos frontières géographiques et mentales. Et donc c'est pour ça que, évidemment, quand moi je parle de French Impact, j'en parle en Afrique, j'en parle en Asie, en Amérique du Sud, la philosophie est la même. Évidemment, les écosystèmes sont différents, évidemment, les problématiques sont différentes, mais nous pouvons gagner du temps. Favorisons les échanges entre nos entrepreneurs sociaux, entre nos entreprises à impact, entre les deux continents, parce que nous avons à gagner du temps. Encore une fois, tout cela, on pourrait se dire que finalement, cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, où on va peut-être sortir de l'économie contre l'écologie, de l'économie contre le social. On est tout au début de cette nouvelle ère, est extrêmement positive et enthousiasmante, sauf qu'on a une urgence écologique, sociale. Les inégalités sont insupportables désormais de par le monde. Le changement climatique est désormais le mur qu'on pensait reculer, on est en train de se le prendre, si vous me permettez l'expression, en pleine face.
et que derrière, c'est aussi un enjeu politique. Pour terminer, parce que je vois que tu me fais des oui-oui de la tête en me disant c'est bien gentil tout ça mon garçon, mais je t'ai quand même donné que 3 minutes. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre histoire collective, en Afrique, en France, en Europe, de Parlement, nous sommes aujourd'hui sur la tranche de la pièce. La pièce est posée sur la tranche, à nous de savoir de quel côté nous allons la faire tomber. Et ça, c'est notre responsabilité pour nous, pour nos enfants et les générations futures. Merci beaucoup. Merci, monsieur le commissaire. On peut applaudir. C'est le mot de la fin.